Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième podcast du Forum 24 secondes. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je suis accompagné de mes trois comparses Doc, Pop et Réa. Salut les gars. Salut. Salut. Oui. Alors on approche de la fin de saison, j'espère que tout le monde en profite. Là, les playoffs sont en ligne de mire. Il nous reste encore un peu les seeds à voir à l'est, à l'ouest et les places du play-in. Et d'ailleurs, transition magique, comme on dit, pour notre débat du jour, les Chicago Bulls. Non, non, laissez-le. Abdelrahman Gaffi. Alors, on voyait ici d'un plutôt bon oeil le trade de Vucevic à la deadline vers les Bulls. Mais là, depuis quelques semaines, on va dire que c'est un peu la débandade. Il y a eu, pour commencer, les Bulls, après le trade deadline, ont commencé avec pas mal de matchs à l'extérieur, ce qui est pas le plus pratique pour faire des entraînements et choper des automatismes. Maintenant, il y a le Zach LaVine qui est bloqué dans le protocole Covid. Donc là, les Bulls maintenant sont à 3 victoires derrière les Wizards qui sont à la dernière place du play-in, 10ème à l'Est. Alors qu'on arrive donc dans la toute dernière ligne droite. Et du coup, les Bulls, le play-in, est-ce que c'est cuit quoi? Réa, en tant que représentant de la communauté Bulls, je te laisse décrypter ton équipe et Ah, bah, t'as pas peur, hein. T'as une demi-heure devant toi ou... j'ai tout mon temps. Parce que, bon, alors déjà, on va répondre à la première question concernant le play-in. Oui, moi, je pense que c'est mort. Parce qu'on a, si je dis pas de bêtises, on a 3 wins de retard, un truc comme ça. C'est ça, trois wins. Il reste pas non plus 25 matchs, donc ça commence à faire beaucoup. Et puis, voilà, entre la Vine qui est absent... Vucevic hier, et de toute manière, le fond de jeu dégueulasse de l'équipe, je pense pas qu'on va aller bien loin. Je pense qu'on va rester à peu près là où on est. Et puis après, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que je pense que au niveau du FO, ça les poussera à continuer le nettoyage. Mais voilà, maintenant c'est rageant parce qu'on était mieux avant les trades. Qu'après, même si je pense que il fallait faire ce trade, même si bon, ils sont pas tout à fait comme moi, j'aurais voulu, hein, j'aurais préféré garder Wendell Carter Jr. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Merci à la valeur négative de Mark Cannon. Mais voilà. Je vais laisser mes autres comparses donner leur avis. Pop, un avis sur Chicago? Ouais, moi je pense qu'aujourd'hui ils sont 11e, donc dans une place moyenne, et que c'est plutôt cohérent avec l'effectif qui est moyen, en fait. Il n'y a pas de meneur, pas de vrai poste 3, pas de vrai poste 4 non plus, il y a deux stars, entre guillemets, avec Lavine et Vucevic, qui sont deux très bons joueurs, mais finalement le reste de l'effectif est insuffisant pour jouer les playoffs ou le play-in même. Et lorsqu'on regarde les équipes devant eux, donc il y a Indiana, Washington, c'est des équipes bien mieux armées finalement. Donc je pense qu'il y a rien d'alarmant finalement. C'est le process qui est comme ça. L'équipe est encore un peu faible et donc elle a une place encore un peu faible. Doc, ton avis? J'y crois pas trop, parce qu'avec les franchises qui sont devant, à savoir accessibles bien sûr, Miami c'est plus accessible, donc on va dire Charlotte, Indiana et Washington. Charlotte, le retour de la Mélo hier, ça devrait aller un peu mieux. Je crois que Hayward est out en ce moment. Ouais, il est toujours out, il n'y a pas de nouvelles. T'as juste ça entre guillemets en blessure majeure de leur côté. Indiana, ça, comme tous les ans, ça va à peu près. Et Washington est sur une plutôt bonne forme ces derniers temps. Encore hier, Westbrook qui fait du Westbrook, bon, pas forcément la win, mais qui est monstrueux. Donc pour Chicago, ils n'ont pas la team. Oui, vas-y. Ils sont pas avec la deuxième plus grosse série derrière les Knicks en ce moment d'ailleurs, les Wizards. Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont bien chauds là, ils sont bien remontés au classement, clairement. Ils sont bien remontés au classement parce que ils étaient bien derrière les Bulls, les Raptors et là ils sont à portée de fusil d'Indiana là en vrai, hein. Mais après moi personnellement Chicago, je suis ah putain. En vrai il va falloir que tu Ah, joues avec putain. tes décibels parce que du coup ouais, Ouais. Non, qui se coupe dès qu'il parle plus. ouais à la Faire limite. ça. Attends. Ah merde. Juste ça va faire une notif à chaque fois du coup. Non, non, si tu coupes ton Non, micro ça normalement, Il y a fait que moi qui il a- l'entends. ouais ça va rien faire, t'inquiète. Ok. Je vais répondre. Moi personnellement, je suis d'accord sur le fait que l'effectif n'est pas forcément taillé pour jouer très haut, mais en même temps, est-ce que intrinsèquement c'est moins faible que
que les Wizards devant, parce que les Wizards, ok, t'as un gros duo Westbrook-Bill, mais franchement, avec Thomas Bryant qui s'est pété au début de la saison, le reste de l'effectif, il fait quand même pas rêver grand monde. Hein. En plus, je crois que Deni Avdija, là, il s'est blessé aussi. Les Knicks, c'est pas non plus un effectif de dingue, c'est largement au-dessus. Après, effectivement, il y a sûrement un coach et ça change des choses, mais Ouais, je sais pas, c'est ce que j'allais dire. La différence, c'est le coach. Parce que mais il il y a est quand même un gentil, gap. Hein. Donovan, mais il est pas ouf. Je sais que sur le forum, il y en a pas mal qui apprécient Donovan, mais concrètement, il a fait quoi? Je dis pas que c'est un mauvais coach, mais c'est pas un bon coach non plus. Parce qu'il a fait quoi? Il a fait une belle saison quand il n'y avait plus que Westbrook. Ouais, enfin, Westbrook, il était en mission, et le reste, c'est quoi de plus normal que les résultats qu'il a fait quand tu vois les effectifs qu'il avait. Et puis l'an dernier, c'était merci Chris Paul, quoi. Moi, je pense qu'il y a. Je pense pas qu'il y a un gros problème à l'aile parce que t'as Patrick Williams quand même qui est encore brut hein, et qui ont des bonnes choses. Ouais, ça a pris Troy Brown Jr., Alfaro Camino, ça reste des soldats en 3-4. Je pense que là, le vrai problème, il est quand même à la main parce que je pense que tout le monde s'est rendu compte que Kobe White c'était pas un meneur et Ah ouais, que clairement pas, oui. de toute façon, tous les talks pour l'été ou pour la trade deadline, c'était Lonzo Ball, enfin, surtout Lonzo Ball d'ailleurs, un vrai meneur de métier, quoi, un mec qui sait aligner 3 passes. Il y a un moment, par contre, il va falloir quand même. Là, il y a des circonstances, mais il y a un moment, il va falloir passer la troisième à coup parce que la Vine l'an prochain, c'est son line de son contrat. Si l'équipe est plus la merde, moi, ça passe, je me casse, hein, clairement. Hein. Oui, bah oui, c'est déjà pour ça que le trade pour Vucevic a été fait, hein. Ouais, 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 clairement. Maintenant, voilà, si on regarde le payroll, bah, on n'a pas non plus de l'argent de ouf pour aller chercher un vrai meneur qui soit mieux qu'un meneur remplaçant comme Satoransky. Hein. Parce que bah, l'an prochain, si on laisse tel que c'est, on a déjà 99 millions d'engagés. Donc tu vas pas chercher Ball avec ça. Sans compter qu'il y a Tice, Mark Voilà. Cannon, Temple, peut-être, à les re-signer. Donc finalement, tu n'auras Voilà. aucune marge. Donc, à moins de retrade, mais Après, t'as quelques pièces, t'as beaucoup de pièces expirantes. Satoransky, Aminu, Young. Enfin, ça peut. À la limite, ça peut se deal quelque part. Même Troy Brown Jr., il sera expirant. ouais, Euh, mais si tu balances ouais, c'est Tad compliqué. Young pour choper un meneur, t'as plus de poste 4. Ouais, ouais, ouais. Il y a un gros chantier cet été quand même, là, en préparation. Dans le genre tournant de franchise. Hein. Carlos Et t'as pas de Sauvage, pic. il va avoir du boulot, ça c'est clair. Bah, pas. Maintenant, jusque-là, il a fait des mouvements plutôt intéressants. Je pense que tout le monde en écoutant, notamment sur le forum, en tout cas tous les fans des Bulls disent que jusque-là, Carlos Sauvage fait du bon boulot. Bah, lui de prouver que à cette intersaison que on l'a bien jugé et que mais voilà, ça sera vraiment pas facile parce que déjà Mark Cannon, est-ce qu'on le laisse filer, est-ce qu'on le re-signe, si on le re-signe, il y a combien, pour quel rôle, sachant que apparemment il n'a pas le mental pour être sixième ou septième homme. Est-ce qu'il a vraiment Euh, évolué depuis qu'il est rookie en vrai? J'ai l'impression qu'il régresse, moi, Ouais, on est d'accord. Hein. mais on va encore dire que je l'aime pas. Moi, en tout cas, sans pas être régressé, j'ai pas l'impression qu'il s'améliore spécialement, en tout cas. Ouais, non, je pense je sais pas si c'est parce qu'il se croit arrivé ou c'est vraiment juste un manque de mental, mais voilà, c'est ce qui montre là en première saison, on aurait dit ah pas mal, faut juste qu'ils soient un peu plus durs, un peu plus. Là, c'est sa 4 ou 5e saison ici, c'est bon quoi. À un moment, même ma grand-mère est moins soft sur le terrain. Après, Pop, je t'entendais dire pas de pic. Sur un coup de chance, ça se garde le pic. Hein. Il est protégé top 4. Là, Top 4, ouais. les Bulls, là, ils vont être dans la loterie. Bon, sur un coup de chance, tu peux le garder ton pic en vrai. Hein. Imagine. Après, voilà, imagine tu gagnes la loterie. Bah, tu peux finir first pick. T'as Kate Cunningham dans les mains. Et c'est bon, c'est reparti. Là, après, c'est sûr, par contre, faut pas jouer sa saison sur des petits pourcents dans la loterie. Ça, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, à ce sujet-là, ouais, je trouve, enfin, j'ai pas trouvé de détails sur si on est top 4 à la loterie. Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que c'est reprotéger top 4 l'an prochain et ça décale de 2023? On manque un peu d'infos là-dessus. Euh... Ben, je regarde là, on sait pas en fait.
Ah, oui. C'est la protection. Le report est pas connu. En tout cas, le site que je regarde, c'était pas Ouais, indiqué. peut-être qu'il n'y a pas de report hein, en vrai, hein, je sais pas. Je sais pas, parce que le 2023 il est protégé pareil, il est protégé 1.4. Hmm. Je sais pas. Doc, toi le chantier de cet été, tu le vois comment? Alors au niveau du chantier, franchement, je sais pas où ils vont. Il y a trop de re-signatures à faire. Ils ont un cap déjà trop haut. Ils ont une équipe pas assez prête pour jouer, pour être sérieux, quoi. En fait, là, je leur vois un plafond comme Orlando avant de tout casser. Qualifier potentiellement sur les playoffs, faire 6-7 maximum. Après, sur leur pic, j'essaye de trouver aussi ce qu'ils ont, mais j'arrive pas à trouver protection. Ouais. C'est bien celui du trade de Vucevic? Oui. Oui. C'est ça. Ouais, j'arrive pas à trouver. Oui, a priori, celui de cette année 2023 c'est protégé 1.4, mais si ça tombe dedans, est-ce qu'il y a un report quelque part? J'avoue que je sais pas, j'ai pas. Je sais même pas si on est au courant de. Si ça se trouve, il n'y a pas de report, hein. Ça se trouve, ça tombe 1.4, ça tombe 1.4, et voilà, hein. C'est pour Chicago et banane pour Orlando, hein. C'est possible, hein. C'est possible. Ouais, sur un trade de cette envergure, ça paraît compliqué à croire. Bah pourquoi pas, puisque t'as Wendell Carter Jr. en face, c'est déjà je pense une pièce importante du trade pour Orlando aussi, tu vois. Je pense que dans la tête d'Orlando, le pick de 2023, bof, Inch'Allah, et puis cette année peut-être ça peut être sympa quoi. Je pense qu'à la base ils comptaient surtout sur Wendell Carter Jr. dans le trade, plus que les picks, donc peut-être qu'il n'y a pas de report existant. Des fois c'est des reports où on te donne un second tour et voilà, hein, donc franchement je sais pas en vrai. Je sais pas. Enfin, dans tous les cas, tu peux pas compter sur un jump dans le top 4 pour relancer ta franchise. Enfin, c'est du bol, hein, c'est possible, mais il faut quand même beaucoup de bol parce que là, putain, c'est vrai que. En plus, je pensais j'avais un doute, je croyais qu'Aminou était expirant là quand il est arrivé, mais en fait, non, il a quand même son contrat encore l'année prochaine. C'est vrai que 99 millions Ouais. engagés sur deux titulaires et demi, enfin 3,5, pardon, c'est. En l'occurrence, dans le pognon engagé l'an prochain, il est sur Vucevic, Levine, Thad Young, Satoransky, Aminu, Williams, White, Brown Jr. et Arcidiacono, sachant qu'Arcidiacono, c'est comme Kobe White, c'est une team option. Donc autant je pense qu'on va faire jouer celle de Kobe White, autant celle d'Arcidiacono, je suis pas sûr. Enfin, après, de toute façon, c'est du fondement, Arcidiacono, et lui, il se bat, au moins. Ouais, 3 millions en vrai, après ça peut se. Ah, Ça dépendra du cap space dont t'as besoin, que veut Chicago. à la FA, voilà. C'est peut-être que c'est ces 3 millions-là qui permettraient d'avoir un Lonzo Ball ou je ne sais quel autre meneur qui soit meilleur que ce qu'on a à la main. Mais je, Encore une fois, j'adore Satoransky, mais Satoransky, c'est un bon meneur en place, pas un titulaire. mais je pense que de toute façon, là, c'est vrai qu'en regardant le cap, le plan pour un trade de Lonzo, ça va être un sign and trade en fait, hein. Parce que je vois, en vérité, c'est vrai qu'en regardant vite fait, je vois pas comment ils vont débloquer suffisamment d'argent parce que voilà, faut pas se leurrer, hein, il va demander un contrat quand même sacrément gros, hein, Lonzo, hein, donc je suis en train de me dire que le plus probable à terme, ce sera un sign and trade quoi en fait. Ouais, mais sachant que proprio des Pels, il y a quand même une rumeur comme quoi il est pas, c'est pas foufou pour lui les résultats, et donc s'il faut être, je crois que c'est déjà dans la luxury tax ou tout du moins au-dessus du cap, juste avec ce qu'ils ont actuellement, ça le fait un petit peu chier. Donc il proposerait pas forcément tant que ça, Lonzo. Bah, il est dans toutes les rumeurs depuis un moment, hein, il va être Ouais, très. c'est justement pour ça qu'il est dans les rumeurs. Ouais. Il jouait pas très Ah bien ouais. avant les rumeurs. C'est sûr que si tu engages 35 millions sur Adams et Bledsoe, qui ni l'un ni l'autre ne sont des titulaires en NBA, c'est compliqué, hein. Je suis pas d'accord sur Adams. Autant sur Bledsoe, ouais, mais Adams, c'est un vrai bon joueur. Tu peux pas l'utiliser Arriver en, n'importe comment, mais arriver en playoff, c'est pas utilisable en fait. En tant que titulaire, t'es beaucoup trop exposé. Disons que c'est utilisable, mais pas au prix auquel il coûte, quoi. voilà, c'est plutôt ça à mes yeux. Après, c'est sûr que les Pelicans, c'est pas mieux construit que les Bulls, hein. On va pas se mentir. On peut tous reconnaître que c'est construit avec les pieds. Euh, Est-ce que bon, il y a quand même il y a quand même quelques satisfactions à tirer de la saison. En vrai, moi j'étais surpris quand même du niveau de Tadeusz Young à chaque fois. Je le trouvais un peu cramé en début de saison et puis petit à petit, il est vachement revenu dans le rythme et bon, de toute façon en lisant le Topic Bull de temps en temps, je vois qu'il est bien apprécié, hein, il est bien considéré, mais Ouais, comment mais
il reste cramé physiquement dans le sens où à chaque fois qu'on l'a remis en 4 titulaire, il galère trop. Ah ouais. Physiquement, alors, par contre, sur le banc, mouah. Hier, il s'est fait plaisir en titulaire. Hein. Hier, il s'est Ouais, fait mais plaisir. sur la longueur d'une saison, il peut plus être titulaire. Ouais, physiquement, il pêche vite hein, quand même. Hein. Tu le fais jouer 6-7 minutes de suite et tu vois que le mec, il en peut plus. Hein. C'est dommage parce que. Enfin, Il a encore beaucoup de basket à côté de ben, ça. il prend les charges offensives, il facilite super bien le jeu en attaque. Hein. Les nombres de fois où il récupère la balle au poste quelque part et il lâche une superbe passe pour un cut, c'est impressionnant. Hein. Je trouve que c'est un bon élément. Pour moi, c'est un élément qu'il faut garder l'année prochaine sur ton banc. Quoi. Il est à 14 millions, tu le gardes l'année prochaine et puis après, il est expirant. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un bon joueur, mais. Ouais, physiquement cramé. Physiquement, il a eu du mal. Problème de dos récurrent, hein, à peu près un peu toute sa carrière en même temps. Ça, malheureusement, ça pardonne pas en général. Problème de dos récurrent et Patrick Williams. Alors, parce que moi j'ai un peu moins regardé. Patrick Williams, c'est quoi ton bilan un peu là? Patrick Williams, comment dire, si on regarde les trucs de manière brute, on pourrait se dire c'est pas forcément ouf ouf, parce que c'est vachement irrégulier, mais par contre, il défend, il se bat, voilà, ça reste un rookie. S'il devient moins irrégulier, ce sera vraiment une bonne pioche. Moi, j'aime bien la mentalité du gamin et il a quand même du basket. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais, je suis d'avis. J'aime bien aussi à chaque fois. C'est brut de décoffrage, hein, mais on le savait à la draft hein, qu'il était brut. Et encore, moi je m'attendais à pire, tu vois. Ah bah, Parce qu'en vrai, il met 9 points, mais 39% de loin sur deux tentatives, 48% sur le parquet. Je m'attendais vraiment à pire hein, pour le coup. clairement, moi aussi. Hein, puis en plus, il était un peu trimballé de poste cette saison. Si tu regardes sur Basketball Référence, justement, les postes où il a joué, voilà, il est mis, à moitié small forward, à moitié power forward. Ça aide pas hein, pour un rookie. Maintenant, à voir ce qui sera son meilleur poste. Est-ce qu'on gagnerait à le mettre titulaire enfin, à le laisser titulaire en 3, sachant que de toute manière, on n'a personne derrière vraiment sur ce poste-là. Enfin, personne qui puisse dire hey, j'ai le niveau pour être titulaire. Oui. Ou est-ce qu'on le met l'effort avec Tad Young qui le prend sous son aile, c'est à voir. Je ne sais pas, je saurais pas te dire ce qui sera le meilleur pour lui. Ok, ok. Pop, Doc, quelque chose à rajouter? Sur Patrick Williams, pas tellement. Je pense que Réa maîtrise son sujet de toute façon et il a bien résumé la situation. Sur les Bulls en général. Sur les Bulls, après oui, si, simplement, tout à l'heure quand on parlait de Ball, j'ai quand même regardé vite fait ensuite. En vrai, c'est en sign and trade, c'est t'envoies Satoransky à Minus et ça te fait 20 millions. Je pense Ball peut prétendre à 18 ou voire 20. Et avec ça, c'est faisable de ton côté. Et côté Pels, 2 expirants à 10 millions, sachant que Satoransky n'a pas son contrat totalement garanti, ça peut le faire aussi éventuellement. Ouais, mais à mon avis, ils vont vouloir plus. Hein. Ils vont pas lâcher un titulaire contre un remplaçant et un mec tellement cramé que même moi, j'aurais mieux. Quoi. Je parlais juste de la faisabilité financière. Après, Ah oui, non. c'est au niveau des pics, je sais plus ce qui reste. Mais donc, Ouais. tu rajoutes forcément un truc derrière. Là, à moins de dire 2025 ou de faire un swap sur 2022 ou 2024. Ouais, mais un swap, est-ce que ça intéresse les Pels? Déjà, et puis est-ce que ça nous intéresse nous? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que Lonzo Ball vaut la peine qu'on swap un des tours de draft qu'on a? En fait, je regarde, mais même au niveau des assets, Kobe White, est-ce que ça va les intéresser? Pas vraiment. Markkanen, enfin, ça joue un peu sur leur poste déjà où ils sont avec Ingram et tout. Ouais, je sais pas en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de. En même temps, qu'il y a pas. Je vois pas ce qui peut intéresser les Pels spécialement. En même temps, À mon avis, à moins de lâcher des pics, ou alors il va falloir flairer les bons coups. je suis un peu en désaccord avec toi, Réa, parce qu'en fait, moi, je pense que Ball, il règle parfaitement la problématique de ces Bulls, qu'il a une équipe qui n'arrive pas à tenir la balle, en fait. C'est quand même la 4e équipe qui a le plus haut pourcentage de turnover,
Et bah, c'est logique avec ce qu'on a dit finalement. Kobe White en meneur, t'es pas serein. Et Ball, c'est quelqu'un qui est très serein balle en main, qui lâche la balle vite en plus. C'est pas un passeur qui garde la balle 12 secondes sur la possession. C'est pas un Bollock, c'est à chaque fois qu'il a la balle, il la lâche vite, il sanctionne, c'est un bon défenseur. Moi je pense qu'il règle la problématique des Bulls, pas entièrement, mais que c'est une première pièce. Alors attention, quand je disais est-ce que Ball vaut qu'on fasse un swap, ça exprimait pas forcément mon point de vue. C'est la question que je me poserais si j'étais GM. C'est voilà, si j'engage un swap ou un pick futur sur lui, voilà, ça va amener tel ou tel truc dans le futur et le prendre en compte. Si tu me demandes à moi, oui. Un pack d'expirants, un pick, merci, bonne journée. Mais je suis pas GM. Donc j'ai essayé de réfléchir comme le ferait un GM. Mais comme tu dis, ce qu'il faut prendre en compte, c'est justement que probablement, si tout se passe bien, il comblerait pas mal de nos soucis. Donc moi, c'est ça qui me fait dire, un petit peu comme toi, que ça vaut le coup d'y mettre un pic. Maintenant, voilà, je suis pas dans la tête du front office et j'ai tellement été habitué à un front office pourri que les mouvements intelligents, je suis pas habitué. Bon, bah on va vous souhaiter bonne chance, hein, aux Bulls, hein, en espérant que ça se passe bien, hein. Voilà, était compliqué à venir pour Chicago. Mais je pense que de l'été, euh, si on réussit l'été, on peut. Je dis pas qu'on sera champion dans 4, 5, 6 ans, hein, j'en sais rien. Mais si on réussit l'été, on pourra redevenir contender à moyen terme. Si on foire l'été, on peut déjà considérer qu'on a perdu la Vine. Il va falloir tout recommencer. Ouais. Maintenant, est-ce que ce serait si grave? Ça me ferait chier de perdre la Vine, hein. C'est quand même un super bon joueur. Mais comment dire, peut-être que repartir une feuille blanche sera plus simple. Je ne sais pas. En attendant, moi, ce que je demande, c'est des mecs qui se battent sur le terrain et qui font de leur mieux. En soi, qu'on se qualifie, qu'on se qualifie pas, je m'en fous. Je veux juste des mecs qui se battent sur le terrain. Et ça, c'est pas le cas tous les soirs. Et ça m'emmerde. Une belle conclusion à cette partie. Battez-vous. Allez, on enchaîne avec notre petit quickfire. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. J'ai juste noté deux petites performances, enfin petites entre guillemets performances qui valaient quand même la peine de parler. Kevin Porter Jr. qui il y a quelques jours a torché le cul des Bucks avec 50 points et 11 passes décisives. Est-ce que, la vraie question, c'est est-ce que Houston va réussir à canaliser le garçon, parce que le talent basket n'a jamais été remis en cause, hein, que ce soit au moment de sa draft, que ce soit aux Cavs, hein, moi je l'ai beaucoup vu jouer, hein, le talent a toujours été là, mais le problème c'est le comportement, quoi. Je veux dire, c'est tellement lui d'aller au strip club la nuit d'avant et de se prendre une amende et mettre 50 points et on se passe décisif le lendemain contre les Bucks, quoi. Si Houston arrive à le canaliser, c'est quand même un gros jackpot là. Malheureusement, j'ai l'impression que les porteurs juniors, c'est tous un peu le même truc. C'est beaucoup de talent et de l'eau dans le cerveau, quoi. Pas pour les mêmes raisons, enfin c'est pas le même impact, hein, quand même. Je pense que ça a bien réussi à un autre gaucher de Houston d'être pas le plus intelligent en dehors des terrains et de performer une fois qu'il était dessus, donc je me fais pas trop de soucis, moi. Moi, perso, je le vois plus comme Michael Beasley, hein. Il va mettre des cartons, bien sûr, mais il trouvera jamais sa place dans la ligue. Ouais, c'est compliqué. Il a déjà quand même il a eu des sérieux problèmes de comportement déjà. On est sur un peu sur on était sur une dépression quand même aussi il y a quelques mois. C'est compliqué d'être professionnel à ce niveau-là j'ai presque envie de dire instable mentalement quand même, hein. Voilà, Pop, j'ai bien compris ta comparaison à Harden, Pop, mais ok, c'est peut-être pas un prix Nobel, mais il a toujours compris qu'il fallait taffer, il disait à part là pour se faire transférer, il n'a jamais trop fait d'histoire, donc c'est quand même pas au même niveau. Ok, Harden n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, mais c'est pas juste ne pas être un couteau affûté, un problème de porteur. C'est comme Beasley, il est con. Ouais, je suis pas d'accord, mais ça me paraît compliqué de dire ça d'un mec de 22 ans quand même. Je pense que il peut,
il peut se recadrer, surtout dans un nouvel environnement. Après, il était au Cavs, voilà, c'est quand même un environnement avec les histoires avec Colin Sexton, c'était pareil, les vétérans qui crachaient un peu sur Colin Sexton, enfin, on voit que c'est pas un environnement qui paraissait très sain, quoi. Là, Houston, il peut se relancer, à mon sens. J'entends, mais dans ces cas-là, il aurait fait comment dire, profil bas. Là, ça fait quoi? Ça fait quelques mois qu'il y est. Il se fait déjà remarquer avec le strip club. Moi, je m'en fous qu'il aille au strip club, hein. Harden, il va très souvent. Ça l'a jamais empêché d'être bon. Mais là, avec la situation sanitaire, c'est alors que tu t'es déjà fait remarquer dans ta franchise d'avant par rapport à ton comportement, même au collège. c'est pas malin du tout, quoi. Même au collège, hein, s'il est tombé bas à la draft, c'était parce qu'il y avait des gros doutes sur son comportement. Moi, j'avoue que le comparo et Beasley m'intéresse parce que j'ai l'impression que c'est plus profond plus profond que ça. Ça m'a l'air vraiment plus au cerveau et tout. Il a l'air différent. En fait, il a l'air vraiment différent comme personne. Bon, il est encore jeune, hein, c'est sûr que on va pas le condamner non plus et le mettre Ouais. rayer de la carte. Hein. Après, je suis vache quand je dis con. J'ai pas trouvé d'autres termes, mais ça se trouve, c'est un mec hyper sympa et avec qui on adorerait échanger. Mais par rapport à ce qui est demandé pour la NBA, voilà, il est pas au niveau. J'espère quand même, parce que, en tout cas j'espère personnellement, parce que c'est un joueur que j'avais bien apprécié aussi. J'espère qu'il s'en sortira dans la ligue et que peut-être il trouvera sa place à Houston. Deuxième petit fait de ces 15 derniers jours, enfin là c'est plutôt cette semaine, hein, parce que c'est surtout cette semaine qu'il y a eu des trucs. Le career high de Jason Tatum, 60 points dans un comeback de 32 points face aux Spurs. Sans parler spécialement des 60 points, est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt tout ça quand même? Parce que là, c'est une grosse performance, mais c'est pas une performance qu'on verra tous les jours. Déjà, ça veut dire que tu as été en 32 points derrière les Spurs. Sans dire que c'est une franchise de tocard, ça reste quand même une franchise que tu es censé au moins batailler et battre normalement un minimum quand t'es Boston. Ça rame, hein, Boston en ce moment quand même. Hein. Ça rame. Hein. Encore une fois, t'as une demi-heure devant toi. Beaucoup de choses à dire sur Boston. Faut faire plus concis là. Bon, alors, en concis, oui, c'est l'arbre qui cache la forêt avec Jaylen Brown. Je comprends pas où va en venir le coach. Ce qui est étonnant, jusque-là, il avait plutôt bien réussi. Alors, est-ce qu'il n'est pas en fin de cycle? J'ai lu sur le forum que cette année, ils essayaient de jouer pour que chacun puisse se créer son shoot. Ouais, mais alors ça donne du hero ball et du vas-y, je prends un shoot d'affilée un petit peu trop souvent. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de. C'est dommage. Alors, d'un autre côté, on redécouvre des individualités comme Robert Williams. Mais voilà, pour moi, il va falloir que Ainge se bouge le cul et peut-être en faisant sauter le coach, mais en faisant sauter une partie de l'effectif, il faut renouveler l'effectif. Pas complètement, mais il faut porter quelque chose. Ok, Pop Boston. Bah, Boston, c'est compliqué. Et encore une fois, on en revient à la même chose. C'est compliqué quand tu es une équipe qui veut viser quelque chose de, de concret, finalement, d'aller un peu loin en playoff, au minimum une finale de conférence, quand ton meneur sous-performe ou quand t'as pas de créateur réellement. Là, finalement, les créateurs de Boston, c'est Tatum et Brown. Et c'est problématique quand même, parce que c'est pas des créateurs élites dans cette NBA. Et il faut des créateurs élites pour jouer des places hautes. C'est surtout pas c'est des mecs qui créent pour eux avant tout. T'as Smart qui est un peu plus dans le registre de meneur, mais on n'est pas dans l'élite. Hein, mais... Les deux mecs qui créent le plus pour les autres, c'est Smart et Fournier. J'adore Vavan, mais pas Fournier, c'est pas simple pendant le Ramadan. Hein. Je pense que là, le Covid, ça lui a fait mal. Là, c'est dur de revenir de 15 jours en isolement quasiment. C'est dur de surtout quand tu viens d'être drafté, Alors, mais ça ira mieux l'an prochain, Vavan, je pense. Mais voilà, reste que pour continuer sur ce que disait Pop, il y a un problème quand ton deuxième meilleur créateur pour l'équipe, c'est Vavan. Donc, petit commentaire sur peut-être le futur Sixers de Celtics qui se profile. Justement, par rapport au karma, j'ai pas trop envie de me mouiller. Après, Boston, franchement, il y a des très gros points forts.
et il y a des très gros points faibles. Sur une série de playoffs, tu peux avoir une embellie, tous les points forts qui s'alignent et sortir les Sixers typiquement. Ça ira pas au bout dans tous les cas. Tu peux aussi te prendre un sweep au premier tour. Effectivement. Bon, compliqué à gérer la suite pour Boston. C'est vrai que quand on voit la situation dans laquelle ils étaient il y a quelques années, on se dit ah c'est le futur de la NBA et tout. Quelques années. Le problème, c'est que Ainge, Il est frileux. Il a tellement voulu capitaliser sur ce qu'il y avait qu'il a pas su faire le move qu'il fallait quand il fallait. Je sais pas, c'est vrai que le Brad Stevens cette année, beaucoup critiqué, des rotations un peu bizarres, des joueurs pas mis en confiance, surtout les jeunes et tout. Je sais pas trop quoi en penser, j'avoue que j'ai pas trop regardé Boston cette année parce que c'était pas les matchs qui m'intéressaient le plus, mais j'ai lu un peu et effectivement ça m'a l'air d'être un peu les cas sans, j'en avais parlé sur le forum, sans dire que Brad Stevens et Mark Jackson, mais un peu le genre de truc où en fait il faut un électrochoc quoi, il faut changer parce que même si c'est pas un mauvais coach, genre il faut changer quoi. Il faut changer, apporter du sang neuf, apporter des nouvelles idées, je pense pas que ce sera la direction qui sera suivie hein. À mon avis Brad Stevens est confirmé au poste au moins l'année prochaine déjà hein, genre, je doute qu'on le voit partir avant. Peut-être que c'est lui, ne serait sans même le virer de lui, que lui dise les pose sur la table et disent voilà, hop, je sors Kemba par exemple. Puis c'est comme ça. Voilà. Maintenant, c'est comme ça qu'on joue. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Tu vois, un petit peu comme, comme fait Thibaut Onyx, où il a regardé un peu, puis il a dit bah voilà, maintenant, c'est comme ça qu'on va jouer, puis pas autrement. Vous n'êtes pas content, hop, tribune, merci. Bon, je suis pas très d'accord. Parce qu'en fait, pour moi, il y a des problèmes intrinsèques finalement d'effectifs. Il peut pas dire je sors Kemba parce que à ce moment-là, tu fais quoi? Tu fais starter Peyton Pritchard. Enfin, je pense qu'en termes de création, que ce soit pour lui ou pour les autres, tu es perdant, alors que déjà, Kemba, c'est de plus en plus limité. Le problème pour moi, c'est qu'il y a vraiment un manque d'équilibre, et même finalement un manque de talent dans le registre de la création de shoot dans cette équipe. Bon, on verra comment Boston s'en sort cet été. Je crois qu'ils ont pas mal de moves à faire sur la table, de toute façon. On verra, il y a une free agency qui arrive et puis on verra l'année prochaine, puis on verra les playoffs hein, déjà, sans dire à l'année prochaine, hein, on verra ce que ça donne, qui joue, etc. On note en tout cas Boston, ça pue du cul pour l'instant. On passe donc à la dernière partie, notre quiz NBA. Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Non. Qui dit Chicago Bulls dit quiz Chicago Bulls, bien évidemment. Ah, putain, je vais être obligé de gagner, sinon je vais avoir l'air con. Ah, t'auras l'air très con hein, si tu gagnes pas, hein, quand même. Ça changera pas beaucoup d'habitude. Ouais, tu gagnes plus que les autres pour l'instant, attention. Ouais, mais je dis beaucoup de conneries aussi. Oui, ça, tout le monde dit des conneries, c'est normal. 6 On a questions. 4 Pacers, par exemple. Toi, ferme-la. 6 questions. Comme d'habitude, 6 questions. Le petit bonus pour départager si on en a besoin. On n'a toujours pas eu besoin d'ailleurs pour l'instant. Voilà, c'est bon, les règles comme d'habitude, tout le monde est prêt. Allez, je commence avec la première question. Scottie Pippen a commencé sa carrière aux Bulls, mais initialement, quelle franchise l'avait drafté? Seattle. Pop, bien joué, Seattle. Le dog juste après, malheureusement. Oui, drafté en 5ème position par les Seattle Supersonics et tradé dans la foulée contre je ne sais plus quoi d'ailleurs. C'était pas Horace Grant. C'est pas. Je sais plus c'est quoi le trade. J'ai pas d'autres conneries, je pense que j'en ai déjà dit. Je vais aller regarder. Il est échangé contre Holden Polynice. Ah ouais, c'est moins sexy. Mais c'était mieux pour Du lourd. C'était mieux pour Chicago. Ce qui, selon Wikipédia, restera rétrospectivement comme un des échanges les plus déséquilibrés de l'histoire de la NBA. Ah bah ouais, un petit peu quand même, c'est sûr. C'est un trade down en fait. Premier point pour Pop. Deuxième question. Qui est le meilleur contreur de l'histoire des Bulls? Gilmore. Ouais, lourd. Artis Gilmore. Artis Gilmore qui a joué pas si longtemps que ça d'ailleurs en vrai, il a joué 5 ou 6 saisons si je ne m'abuse aux Bulls, mais jamais eu de grand contreur, et puis Gilmore il en lâchait 2 par match tous les ans, donc voilà. Première franchise de NBA pour Artis Gilmore après les Kentucky Colonels, je crois que c'était en NBA. Bien joué Pop. Troisième question. En dehors de Scottie Pippen et Michael Jordan, est-ce que vous pouvez citer un des 2 autres joueurs dont le maillot a été retiré par Chicago? Redker. Non, ouais. Attends, non, pas Gilmore, pas Redker. Love.
Ouais, Bob Love, l'oncle de Kevin Love, si je me trompe pas. Voilà. Et Après, j'en avais demandé qu'un des deux, hein, mais t'es pas obligé de chercher le deuxième, mais le deuxième c'est Jerry Sloan. je l'aurais pas eu. C'est Je savais bien qu'il y avait un truc comme ça, mais le nom me revenait pas. voilà, c'est Jerry Sloan et Bob Love dont leurs maillots ont été retirés par les Chicago Bulls. Je n'ai pas les numéros en tête en tout cas, mais voilà. Ça fait 3 points pour Pop sur 6 questions, les gars. Par contre, là c'est 4 et 10 en l'occurrence pour les numéros, je suis allé vérifier. là ça la fout mal les Chicago Bulls, hein. Ah, ça va. Allez, quatrième question. Avant l'arrivée de Phil Jackson en 89, qui était le coach des Bulls? De Collins? Je vous jure, il triche. J'ai même Non, j'ai pas le temps. temps de... Ah, Doug Collins, bravo, parce que franchement, celui-là c'est pas mal. Doug Collins c'est censé parler un petit peu au doc, hein, parce que c'était quand même c'était le coach des Sixers au début des années 2010. Ouais, mais sauf que j'avais pas le nom qui revenait tout de suite. Ça n'a pas été trop rapide. Voilà, ouais. Doug Collins qui était le coach des Bulls pendant 3 ans, qui a eu Michael Jordan, etc. Rookie, qui a eu Michael Jordan au début de sa carrière, et voilà. 86, J'avais le 89. doute, mais j'avais plus le Collins. On va faire le reste pour la forme. Combien de fois les Bulls ont-ils été champions de la conférence Est? 6 fois. Bah ouais, 6 Je fois, crois. 6 fois tout simplement. Quand on va en finale, on les gagne, sinon on va pas en finale. Et voilà, c'est tout simplement, hein, c'est 6 sur 6 comme on dit, hein. Le premier point pour Réa. Sixième question. Tony Kukoc a été élu 6ème homme de l'année en 96, mais qui est le seul autre Bull à avoir remporté ce trophée? Ben Gordon. Oui, Ben Gordon en 2005. Ben Gordon qui a été aussi co-rookie de l'année avec Mike Miller? Non, ça c'était Steve Francis. Non, il était co-rookie de l'année avec quelqu'un, je crois, Ben Gordon. Là d'un coup, je tuile. Il est 2000, rookie de l'année. 2002. Ou alors il est pas rookie de l'année? C'est 2004, c'est du 2004-2005. C'est qui le rookie de l'année en 2004-2005? Ah non, c'est Okafor, il est deuxième. Attends, il y avait Dwight. Non, mais c'est Okafor. 2004-2005, c'est Emeka Okafor Ouais. au Bobcats. Il est deuxième, je crois, Ben Gordon, un truc comme ça. Et oui, sixième. Mais il est 6 homme de l'année. Son année rookie, il est 6 homme de l'année, voilà, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai aussi. Il est NBA au rookie first team. Ouais, voilà, il est rookie Un first peu team. évident. Il aurait pu faire le doublé rookie de l'année, 6ème homme en fait, du coup, mais pas fait. Mais voilà, Ben Gordon en 2005. Bon, c'est une écrasante victoire de Pop, 5-1 pour Réa et 0 pour le Doc. Je vous mets la petite question bonus, voilà. Combien de points a marqué Michael Jordan en carrière? Ah, tu veux le nombre de- 3480. Combien, Doc? 3480. 3000 points, ça fait pas beaucoup, 3000 points en carrière. 33 33 000, 480. hein. Ouais, une petite idée, Pop, Réa? C'est pas plutôt 32 000 et quelques. J'ai plus le chiffre exact. Non, mais... J'aurais Enfin, pardon, j'aurais pas de chiffre. Pardon, Désolé. je corrige ce que j'ai en compte. Je voulais parler aux Bulls seulement, bien évidemment, vu que c'est un questionnaire Bulls. Combien de points aux Bulls, pardon? Ce qui n'est pas le même total, puisqu'il a quand même joué un peu aux Wizards. Bon, je vous le donne quand même. Chose, oui. C'est pas la même chose. 29 800. C'est 29 277. J'ai écrit la question en oubliant qu'il avait passé 2 années bizarres du côté de Washington. Non, mais ça n'a jamais existé. Ouais. 29 000 points aux Bulls. Et bien donc voilà, donc écrasante victoire de Pop, 5 bonnes réponses sur 6, toutes rapides, félicitations. Même moi je m'incline, hein, parce que franchement, il y a quelques questions. Merci bien. Je me suis rarement fait fesser comme ça. Il y a quelques questions, franchement, moi on me les aurait posées, et c'est vrai que Doug Collins, je m'en serais pas souvenu. Putain, Jerry Sloan et Bob Love, je sais pas si je l'aurais sorti tout de suite. Compliqué quand même. Tu vois, c'est ça. C'est typiquement, il y a plusieurs questions. Je savais que je connaissais la réponse, mais le temps de me souvenir, il avait déjà répondu sans Ah parler. ouais, il a répondu vite le gamin, là, attention. Ouais, je suis sûr qu'il avait préparé ses petites fiches. Il a scroll des pages Ah bah Wikipédia oui. en balle, lui, hein, attention. C'est ça. J'avais Et tout ouvert là. fiche Wikipédia d'ouverte. Bon bah voilà, qui conclut notre 5e épisode sur la belle franchise de Chicago. En espérant que ça vous a plu tout le monde. Et je ne sais pas si on se retrouve dans 15 jours, la saison elle finit quand exactement? Parce qu'en fait, je pense que la prochaine fois qu'on va se revoir, on va taper la fin de saison au final, hein. Ou pas loin, hein. Faudra... Je saurais pas dire. On va regarder le calendrier. Regarde, parce qu'en De toute façon, vrai... il reste une dizaine de matchs, donc ça devrait être ça. Oui. Ouais, donc je pense qu'on va y être. Donc si c'est pas dans 15 jours, ça sera dans...
peut-être un peu plus, genre 3 semaines. On va essayer de se faire un bilan de fin de saison quand la saison se finira. Je crois Alors, techniquement, la saison se finit dimanche 16. Et bah voilà, bah donc en fait, peut-être qu'on se verra dans 15 jours, alors on verra comment on peut s'organiser, mais le prochain podcast sera le podcast de fin de saison, petit bilan. Voilà. Et bien, dans 15 jours tout le monde, portez-vous bien, salut. Allez. Salut. Salut.